Moi, je suis le docteur Candice Lesage, je suis onco-dermatologue sur l'ICM. On m'avait dit donc qu'il y aurait plusieurs professions, éventuellement des médecins, des infirmiers, etc. N'hésitez pas à nous dire un peu aussi dans le chat où vous pouvez. On n'est pas très nombreux, on peut faire un tout petit tour de table si vous voulez que j'adapte un petit peu ce que je vais dire. Bon, ok. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de participation, à poser des questions pour que ce soit plus interactif. On n'est pas très nombreux pour l'instant, voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vois Cyril qui est patient partenaire. Bonjour Cyril. Très bien. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler des cancers cutanés. Sous ce nom-là, il y a vraiment plusieurs maladies différentes. On va parler des plus fréquents. Donc les trois cancers cutanés les plus fréquents, c'est les carcinomes, donc les deux types de carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, et le mélanome. Il y a plein d'autres cancers cutanés qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais voilà, sous ce nom-là, il y a beaucoup de maladies différentes avec des pronostics variables. Et on va parler aujourd'hui des moyens de prévention et de dépistage de ces cancers cutanés. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà nos bâtiments euh, à l'ICM. Donc, moi, je travaille à l'ICM et aussi au CHU de Montpellier. Je travaille en partie sur les deux sites chaque semaine pour faire le lien entre les deux sites. Et ce qui est original, et vous le savez peut-être, c'est qu'on a aussi un département de prévention qui s'appelle Epidor et qui fait partie de l'Institut dès sa création et où on mène aussi des actions de prévention auprès, par exemple, des scolaires, des publics qui sont en lien avec la petite enfance, les infirmières de PMI, les médecins de PMI, des parents. On accueille des groupes d'enfants, etc., pour faire de la prévention sur justement la thématique prévention solaire, éducation à la santé. Voilà. L'idée, c'est de comprendre les risques. Alors, globalement, les risques, on les connaît. Ce qui n'est pas facile, c'est en fait, d'intégrer la prévention à sa vie quotidienne. On reverra les grandes lignes de prévention et aussi pourquoi c'est important de s'en protéger. Donc, on vit dans une région qui est particulièrement ensoleillée, mais les cancers cutanés, ça touche toutes les régions, majoritairement les pays qui sont au nord de l'équateur, mais aussi certains pays au sud. Je pense par exemple à l'Australie, qui est un pays très particulier en termes de cancer cutané, parce que c'est globalement des patients qui étaient originaires des pays comme par exemple l'Écosse. Et qui ont migré dans des zones très ensoleillées. Et c'est une zone où, du coup, les gens font beaucoup de sport en extérieur et il y a peu de dermatologues. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, le responsable, un des facteurs de risque principaux des cancers cutanés, c'est l'exposition aux UV. Donc les UV, c'est quoi? C'est une partie du rayonnement solaire. Donc si vous voyez sur la diapo, hein, il y a la lumière qui est visible, c'est le spectre des couleurs qui est ici. Et les rayons UV, ils se situent du coup à l'extrémité gauche du spectre et ils sont donc invisibles. Donc c'est ça qui est un peu difficile à anticiper, c'est-à-dire que les infrarouges, eux, par contre, ils produisent de la chaleur, donc on les ressent. Par contre, les UV, ils sont invisibles et ils ont la capacité de traverser, par exemple, les nuages, les vitres. Et sur une journée qui va être couverte, en fait, c'est ces jours-là, par exemple, qu'on se fait avoir un coup de soleil, parce que même s'il y a des nuages, les UV traversent les nuages. Les UV auxquels on peut être exposé, en dehors des UV naturels, c'est les UV en cabine. Pour vous donner un petit exemple, ce que je dis souvent, c'est que le, les UV en cabine, vous voyez sur les météos où on a les indices UV
quand c'est l'été, souvent, ça va, sur une journée ensoleillée, on va avoir un indice UV élevé aux alentours de 8, 9, et les UV en cabine, on estime c'est un indice UV qui est équivalent à 13. Donc c'est vraiment, très important. On sait que c'est cancérigène. Pour l'instant, c'est toujours autorisé en France, ce genre de machine. Mais peut-être que j'espère, je dis toujours ça, que je suis assez jeune pour voir un jour que ça sera interdit en France. En tout cas, en Australie, ils ont réussi à faire interdire ces machines et je vous conseille vivement, de ne jamais y aller. Voilà, la lumière bleue, sur la santé, on sait, en tout cas sur la peau, on n'a pas l'impression que ça joue énormément. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu moins connu. En tout cas, la lumière UV naturelle et artificielle, ça, c'est quelque chose qui est bien établi en termes de risque, cancérigène pour la peau. Donc l'exposition aux UV, elle va être variable, bien sûr, en fonction du moment de la journée. Donc le moment le plus intense, c'est ce qu'on appelle le midi solaire, donc ça correspond à peu près à 14 heures quand le soleil est au zénith, en France en été. Bien sûr, en fonction de la saison, les nuages, on en a parlé, hein, donc si le ciel est dégagé, on est plus exposé, mais si le ciel est couvert, on a dit les UV, ça traverse quand même la couverture nuageuse. L'environnement qui nous entoure, ça c'est important aussi parce qu'il y a le phénomène de réverbération, donc il va être important par exemple sur la neige ou sur une surface comme de l'eau par exemple, si on est couvert ou pas, si on utilise des protections vestimentaires type chapeau, lunettes, etc. Et en fonction de où on se situe. En altitude, vous le savez, on est simplement plus proche du soleil, donc le rayonnement UV est plus direct, ou si on va être plus proche de l'équateur, etc. Donc ce fameux indice UV dont je vous parlais tout à l'heure, hein, vous voyez sur des expositions modérées, on est 3 à 5, fort, très fort, 6 à 10, c'est déjà très intense et vous voyez nos cabines UV, elles sont là-haut, hein. Donc je trouve que ça représente bien, un peu à quoi ça correspond et si vous n'avez que, plusieurs choses à retenir, retenez au moins celle-là, pas d'UV en cabine, jamais, 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 jamais. Vous voulez avoir l'air bronzé, c'est autobronzant. Ça, c'est un colorant, voilà, il y a pas de risque, cancérigène avec ces produits-là. Donc on y reviendra, mais les petites règles de prévention, elles sont symbolisées par les logos que vous voyez qui sont à droite. Donc, d'éviter l'exposition entre 12 heures et 16 heures, d'avoir une protection, enfin d'être à l'ombre, de privilégier la protection vestimentaire, chapeau, lunettes, t-shirt, qui sera toujours mieux qu'une crème solaire. La crème solaire, on en reparlera, qui est un complément aux autres mesures qui sont surtout en fait comportementales. Et puis, ne pas exposer aux UV les enfants, notamment de moins de 3 ans, donc le moins possible. Alors, à court terme, les conséquences, vous les connaissez, donc c'est bien sûr ce qu'on appelle le coup de soleil ou érythème solaire. En fait, c'est un équivalent de brûlure, hein, c'est au sens propre, une brûlure mécanique, comme une brûlure, thermique, en fait, hein. Et en fait, si la brûlure est importante, il va y avoir carrément un décollement, c'est l'équivalent de brûlure, de 2e degré, on va dire, avec un décollement, en fait, de l'épiderme. C'est ce qui fait ces bulles et puis qu'après on pèle. Voilà. Donc un coup de soleil, une fois, bon, c'est pas, voilà, ça nous arrive à tous. Ce qui est très délétère pour la peau, c'est la répétition des coups de soleil au cours de la vie et notamment les coups de soleil qu'on prend dans l'enfance et jusqu'à 15 ans. Et on sait que ces expositions solaires intenses, intermittentes, j'y reviendrai quand je vous parlerai tout à l'heure du mélanome, c'est vraiment un facteur de risque bien identifié de mélanome, à l'âge adulte, si on a pris des coups de soleil très importants comme ça, notamment dans l'enfance et dans l'adolescence. Alors, à court terme, d'autres conséquences, donc les insolations, hein, qui peuvent se manifester par des céphalées avec parfois des fièvres très élevées, voire des nausées, vomissements, perte de connaissance. C'est essentiellement chez des patients qui vont pas forcément avoir accès à l'eau, donc les soit des enfants en bas âge ou des personnes âgées. Mais voilà, c'est une des conséquences à court terme. En dermatologie, il y a quelque chose aussi qui est bien connu qu'on appelle les photodermatoses. Donc, c'est des maladies de peau qui sont en lien avec l'exposition solaire où il y a un autre facteur qui rentre en jeu, que ce soit un médicament
ou une plante, par exemple, et ça peut être aussi des maladies de peau inflammatoires, comme par exemple le lupus, certaines formes d'urticaire qui sont déclenchées par l'exposition solaire ou aggravées par l'exposition solaire. Et puis, sur l'œil également, on peut avoir l'équivalent d'un coup de soleil sur l'œil, on appelle ça une ophtalmie. C'est pour ça qu'on conseille bien sûr de porter des lunettes de soleil. Donc à long terme, l'exposition solaire, cumulée, hein, chronique, elle va être un facteur important du vieillissement cutané, ce qu'on appelle la dermatoporose par équivalence avec l'ostéoporose. Donc là, on est plus dans le côté esthétique, mais qui est finalement quelque chose sur lequel on s'appuie aussi en termes de prévention, parce que parfois certains publics vont être plus sensibles à l'aspect santé, d'autres plus à l'aspect esthétique, et là, ça implique les deux. Donc, de façon naturelle, le vieillissement cutané, on a ce qu'on appelle une atrophie cutanée, donc la peau qui s'affine, qui devient moins élastique, hein. La partie dermique où il y a les fibres élastiques s'affine, et donc il va plus y avoir cette capacité d'élasticité qui fait que les rides apparaissent, hein. Là, elles se dessèchent. Il peut y avoir donc des petites taches, ce qu'on appelle des lentigos solaires, sur les zones exposées au soleil de façon chronique, donc typiquement le visage, le dos des mains, le décolleté, le haut du dos, etc. Et plus on va s'exposer au soleil au cours de la vie, plus ce vieillissement cutané va être majoré. Et c'est ce qu'on appelle l'héliodermie, hein. Donc, il y a la petite image de la banane en haut à droite, je trouve que ça illustre assez bien. Et puis encore plus, illustrative, je trouve, une photo, que je montre régulièrement, quand je fais de l'enseignement, vous voyez ces sœurs jumelles, du coup, l'une qui a eu une exposition solaire intense. Donc on a quand même l'impression qu'elles ont pas du tout le même âge, et en tout cas leur peau n'a pas vieilli du tout de la même façon. Et encore plus parlant, je trouve, chez ce patient, vous voyez sur la partie gauche de son visage, en fait, c'est un patient qui, a travaillé toute sa vie, derrière la fenêtre d'un bureau qui était exposé toujours de la même façon, et ça illustre bien que les UV traversent les fenêtres, et vous voyez le vieillissement de son visage est complètement asymétrique du fait de cette exposition. Sur l'œil aussi, on sait que l'exposition solaire, c'est, le facteur, principal des 2 maladies les plus répandues, ophtalmo quand on vieillit, donc qui sont la cataracte et la DMLA. Et on sait que l'exposition au solaire, elle va majorer ces 2 phénomènes. Donc c'est finalement l'exposition aux UV, c'est le seul facteur de risque évitable des cancers cutanés de façon générale. Il y en a d'autres, dont on parlera notamment pour les carcinomes, mais il y a aussi beaucoup de choses de facteurs qui sont liés à l'hérédité, qui sont familiaux, qui sont intrinsèques, la couleur de la peau, et cetera, ce qu'on ne peut pas changer. Et donc vraiment d'avoir conscience et d'essayer d'adapter nos comportements par rapport à l'exposition solaire, c'est ça en fait le facteur de prévention principal sur lequel nous on peut jouer. Donc je vous parlais en introduction des types de cancers dont on va parler. Il y a donc ce qu'on appelle les carcinomes, on a parlé des 2 types principaux, les carcinomes basocellulaires qui sont les carcinomes cutanés les plus fréquents, mais aussi les cancers les plus fréquents, tous cancers confondus. Les carcinomes épidermoïdes cutanés qui sont un petit peu moins fréquents, et les mélanomes. Donc les carcinomes, ils vont se développer à partir des cellules qui sont, les kératinocytes, qui sont les cellules principales qui constituent donc, l'épiderme, et les mélanomes, eux, ils vont se développer aux dépens des mélanocytes, donc c'est des cellules qui fabriquent le pigment et qui se situent à la jonction entre le derme et l'épiderme, à la partie profonde. Donc on parle d'abord des carcinomes basocellulaires, donc on a dit c'est le plus fréquent de tous les cancers. Son incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, ça va augmenter avec l'âge. C'est assez rare qu'on voit des patients avant 40 ans qui ont des carcinomes basocellulaires. C'est souvent parce qu'ils ont eu soit une exposition solaire importante dans leur enfance, soit ils ont eu par exemple de la radiothérapie ou un facteur de risque particulier comme ça. C'est majoritairement chez des patients qui vont avoir une peau claire, et surtout sur les zones photoexposées de façon chronique, notamment la tête et le cou. Donc à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer pas mal de photos.
Donc, voici un carcinome basocellulaire nodulaire. Vous voyez, donc c'est cette lésion qui est ici, c'est la forme la plus fréquente. On dit que c'est une lésion qui est perlée, donc qui ressemble à une perle, qui a, vous voyez, la surface est un petit peu nacrée, et il y a en surface ce qu'on appelle des télangiectasies. Vous voyez, c'est ces petits vaisseaux un peu dilatés comme ça. Donc ça fait une petite perle comme ça, assez ferme, qui est indolore et qui va apparaître assez lentement. Au départ, les gens ne font pas très attention parce que c'est pas douloureux. Je vais vous montrer d'autres photos. Bon, si on laisse cette, lésion, se développer, le problème principal, c'est l'extension locale, hein. J'y reviendrai sur une autre diapo, mais le carcinome basocellulaire, c'est un carcinome qui ne donne pas de métastases. Par contre, qui peut avoir petit à petit, ça va prendre des années, mais une extension locale importante, creusante et qui peut être assez délabrante. Donc quand on laisse un peu traîner, vous voyez, ça fait une sorte de petit cratère, ça va creuser. Mon un autre exemple, hein, le nez, c'est une localisation fréquente. Ça paraît pas grand-chose, hein, vous voyez, c'est cette petite zone blanche, mais si on veut l'enlever correctement chirurgicalement, il faut enlever, bah, tout ce que vous voyez dans le petit cercle qui est là. Donc voilà, ça pose des problèmes de reconstruction. Alors on y arrive, hein, il y a des techniques, de chirurgie, mais voilà, c'est ça paraît petit, en fait, c'est déjà relativement important. Vous montre des formes un peu plus évoluées. Vous voyez cette forme ici, là, sur le sternum, qui était érosive, hein, qui coulait, qui saignait fréquemment. Donc une forme qu'on voit aussi fréquemment, c'est la forme qu'on appelle superficielle. Donc ça va faire une plaque comme ça. On dit érythémato-squameuse, donc un peu rouge avec des sortes de petites squames, assez bien limitées, mais ça guérit pas. Voilà, ça reste, des fois ça saignote un petit peu, ça gratte un petit peu, mais voilà, ça ne guérit pas, une forme un petit peu différente là qu'on appelle pagétoïde, peu importe. Et il y a une troisième forme qui est assez difficile à voir et aussi à prendre en charge parce qu'elle est mal limitée. On appelle ça des carcinomes basocellulaires sclérodermiformes. Alors, on dit sclérodermiforme par analogie à une maladie cutanée qu'on appelle la sclérodermie, où la peau est très ferme, on a du mal à la pincer. Et voyez, en fait, ici, cette zone un peu blanchâtre, en fait, le carcinome, il fait déjà, je vais vous montrer un petit peu au moins tout ça, et on voit pas exactement où il s'arrête. Et ici, on repère ces zones un peu croûteuses, mais en fait, probablement que c'est déjà tout ça, ce carcinome, donc il est très étendu et il peut aller bien sûr en dessous jusqu'à l'os, jusqu'au cartilage, voire plus profondément en dessous. Donc c'est pas évident après quand on veut les traiter parce que ça peut faire des grandes pertes de substances cutanées et comme je vous l'ai montré, c'est souvent sur le visage. Même chose avec cette lésion, on remarque surtout la petite croûte là à droite sur la photo, mais en fait, probablement que la lésion fait au moins déjà tout ça, hein, c'est déjà très étendu. Donc on a dit c'est des carcinomes qui donnent alors j'ai une petite question que je la vois sur le chat, est-ce que ça peut toucher toutes les zones du corps? Donc oui, mais vraiment principalement, j'en vois sur, le visage, le décolleté, le haut du corps. On en voit parfois un peu sur les jambes, notamment les formes superficielles, mais c'est essentiellement les zones qui sont photo-exposées de façon chronique. Très rarement, on en a sur d'autres zones. La semaine dernière, j'en ai opéré un sur, le scrotum. Donc pour vous dire que voilà, c'est même des localisations génitales, ça peut exister, mais c'est vraiment l'exception, hein. C'est principalement tête et cou. Donc on a dit, ça ne donne pas de métastases, hein, retenez ça. C'est vraiment l'évolution locale qui peut être, parfois importante. Je vais vous montrer d'autres photos. Dans l'immense majorité des cas, cette tumeur, elle va être guérie par la chirurgie. Donc une chirurgie qui va prendre une marge suffisante de sécurité pour être sûr d'avoir tout enlevé. Ça, c'est le traitement principal des carcinomes basocellulaires. Donc parfois, ça s'étend beaucoup. Si on alors c'est une lésion d'évolution lente, mais parfois ça peut prendre des proportions importantes. Donc vous voyez cette tumeur-là qui est derrière l'oreille, elle est déjà, bah, très avancée, mais on reconnaît le petit nodule perlé que je vous ai montré au tout début. Vous voyez ici, là, ces petits nodules. Donc si on a un peu l'habitude, on voit qu'en fait, la forme initiale, elle y est, mais la lésion, bien sûr, là, est beaucoup plus grande.
Donc pour vous montrer pourquoi il faut s'en occuper avant, vous voyez chez ce patient, en fait, il avait déjà ici un gros carcinome vasocellulaire, mais qui avait détruit toute la paupière inférieure, qui était tout dans le canthus. Et puis si on fait une imagerie, par exemple une IRM, on voit qu'en fait ça infiltre tout le long de l'orbite et que si on veut aller enlever cette lésion-là chirurgicalement, il faut enlever l'œil, hein. Donc voilà, on n'en meurt pas, mais c'est quand même un petit peu gênant, quoi. Voilà, je vous montre un gros plan pour que vous vous rendiez compte. Ça a une capacité de destruction locale sur toute cette tumeur, voilà, mais ça va pas vite, donc on a le temps d'intervenir. Ça prend du temps avant que ça prenne ces proportions-là, mais voilà, ça peut arriver. Donc je vais vous montrer d'autres photos. Alors, dans certains cas, quand on ne peut pas opérer, parce que bah, comme le patient d'avant, par exemple, l'opération serait, très délabrante parce qu'on va amputer, le nez comme chez ce monsieur ou alors on va enlever un œil et cetera. Maintenant, depuis, plusieurs années maintenant, un peu plus de 10 ans, on a des traitements qui sont des traitements ciblés qu'on peut donner, donc qui se prennent, sous forme de comprimés, par la bouche et qu'on peut donner dans les formes inopérables et qui donne des très bons résultats. Je vais vous montrer l'évolution chez ce patient et donc ça marche assez vite, hein. Quand je l'ai vu, vous voyez, c'était octobre 2023 et quand je l'ai mis sous ce traitement, donc vous voyez, ça a réduit assez rapidement sa tumeur et jusqu'à, bah, quasiment cicatriser ici après un petit peu moins d'un an de traitement. Oui, parce qu'on avait commencé en 6 mois de traitement. Voilà ce qu'on arrive à faire, maintenant avec ces traitements-là. Dans certains cas, on peut aussi faire de la radiothérapie, mais voilà, le traitement principal de cette tumeur-là, c'est majoritairement la chirurgie qu'on essaye toujours de privilégier. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Ça va, ça vous paraît clair? Donc ça, c'est vraiment très, très fréquent, hein. Donc on va parler maintenant de l'autre grand type de carcinome cutané, qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes cutanés. Donc, là aussi, les carcinomes, enfin l'incidence, le nombre de nouveaux cas augmente avec l'âge et c'est la même population, les gens qui ont plutôt une peau claire et qui vont avoir reçu une exposition UV, chronique. Donc ça peut survenir soit ce qu'on appelle de novo, c'est-à-dire sur une peau saine ou le plus souvent alors, je répondrai à cette question juste après. Le plus souvent, ça peut survenir à partir de précurseurs, donc on appelle des lésions précancéreuses, qu'on appelle des kératoses actiniques. Je vais vous montrer, à quoi ça ressemble ou ce qu'on appelle la maladie de Bowen, qui est déjà un carcinome épidermoïde, mais dans une forme superficielle. Donc cette tumeur-là, elle peut se développer plus rapidement. On a dit le carcinome vasocellulaire, ça prend en fait des années souvent à se développer. Le carcinome épidermoïde, ça peut être vraiment quelques mois, voire parfois quelques semaines pour des formes très agressives. Et là, il peut y avoir un risque d'évolution loco-régionale, notamment ganglionnaire, hein, à peu près dans 5 des cas, donc ça reste pas si fréquent, mais ça peut arriver, donc c'est plus agressif. Donc la question qu'on me pose, c'est, OK pour les cabines à UV et comment faire pour préparer sa peau en cas d'allergie? J'imagine d'allergie au soleil. Donc il y a pas vraiment, de préparation, hem qui marche très bien, hein. Ce qu'on conseille dans ces cas-là pour ce qu'on appelle les lucites estivales bénignes, ce qu'on couramment allergie au soleil, c'est de faire des expositions solaires au début assez progressives en début de saison. De pas aller d'emblée, faire une après-midi à la plage sans protection, ça paraît logique, mais voilà et de bien, quand même, utiliser les moyens de prévention donc crème solaire renouvelée toutes les 2 heures, hem, chapeau, lunettes, se mettre avec à l'ombre au maximum et des expositions progressives et si ça suffit pas, chez certains patients, pour la période, printemps-automne, on peut leur donner un traitement, à base d'hydroxychloroquine, donc le Plaquenil, pour passer la saison estivale, quand vraiment c'est important. Voilà. Mais pas de cabine à UV, je le redis. Voilà, alors on reprend pour les carcinomes épidermoïdes, donc
Heu, les précurseurs dont je vous parlais, c'est majoritairement ce qu'on appelle les kératoses actiniques. Vous avez sans doute déjà vu ces lésions. Donc ça fait des petites plaques érythémateuses, donc rouges, avec des petites squames ou des petites croûtes qui tombent, qui reviennent, et cetera, et on voit ça beaucoup, sur le dos des mains, le visage ou le cuir chevelu chez les patients notamment, âgés qui, n'ont plus de cheveux pour se protéger, puis qui n'ont pas eu l'habitude de mettre un chapeau ou une casquette, et en fait, toute cette zone, on appelle ça le champ de cancérisation, et on sait que c'est une zone à risque de développement de carcinome cutané, notamment épidermoïde. Le risque de transformation, il est relativement faible pour les kératoses actiniques, mais c'est un marqueur de risque que peut-être sur cette peau-là qui a été très UV exposée, il peut y avoir des carcinomes qui vont apparaître. Donc, je vous montre une forme débutante, ce qu'on appelle la maladie de Bowen. Donc, c'est déjà un carcinome épidermoïde, mais dans une forme superficielle, limitée à l'épiderme. Donc, ça ressemble un peu au baso superficiel qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ça fait une plaque érythémateuse, un peu croûteuse, bien limitée. Et donc, si on laisse traîner, je vous montrer des photos, là, ça peut donner des formes plus agressives. Donc voilà un exemple. On vous rappelait tout à l'heure le basocellulaire, c'est plus une tumeur qui va creuser. Le carcinome épidermoïde, c'est plus une tumeur qu'on appelle bourgeonnante, qui va faire une sorte de petit chou-fleur comme ça. Ça peut grossir assez vite, hein, on a dit quelques semaines, quelques mois. Et souvent là, pour le coup, les gens en consultent parce que c'est douloureux, ça saigne, etc. Voilà une autre forme, vous voyez, chez ce patient-là, donc ça fait vraiment un petit chou-fleur, quoi, avec ici un petit nodule à côté qui est similaire. Et vous voyez, c'est typiquement comme le patient que je vous ai montré tout à l'heure, une zone d'alopécie liée à l'âge. Et sur un patient, vous voyez toutes ces petites taches de pigmentation des lentigos solaires, eh ben, qui a reçu beaucoup d'exposition solaire sans protection, et ça fait le lit d'un cancer épidermoïde cutané. On montre une autre forme, qui est assez classique sur la lèvre inférieure où là, il y a un cofacteur que vous pouvez peut-être deviner, en plus de l'exposition UV. À quoi vous pensez? Non, c'est pas l'herpès. Bien essayé. Donc, je vais le dire du coup, faut pas perdre trop de temps. C'est le tabac en fait. C'est chez les fumeurs, le fait qu'il y ait une irritation chronique de la lèvre inférieure à cause de la cigarette, c'est un cofacteur de cancérisation en plus des UV, puisque la lèvre inférieure, c'est une zone qui est beaucoup photo-exposée, qu'on n'a pas forcément le réflexe de protéger. Voilà, une autre forme chez une patiente qui fumait beaucoup. Et donc vous voyez, cette tumeur est déjà assez étendue si on veut l'opérer, hein. Vous voyez ça, on enlève un gros tiers de lèvre. Ça l'a pas trop motivée pour arrêter de fumer. Bon, moi, j'y aurais réfléchi, mais je soumets à votre réflexion. Donc comme on l'a dit en introduction, hein, c'est des tumeurs qui dérivent des kératinocytes. Donc, c'est des tumeurs qu'on dit kératinisantes qui vont produire de la kératine. La kératine, c'est le composant de la peau, mais aussi des ongles, des cheveux. Et vous voyez, parfois, ça fait des projections de kératine comme ça, de croûtes, qui font ce qu'on appelle des cornes. Hein, voilà, on reconnaît très bien, c'est très typique, hein, cet aspect comme ça, un peu de, de cornes cutanées avec un nodule un peu bourgeonnant. Donc là, une forme plus évoluée où on voit, toute cette forme-là, c'est une forme intraépidermique, ce qu'on appelle maladie de Bowen. Et puis, comme ça n'a pas été pris en charge à temps, sans doute, il y a un nodule tumoral qui s'est développé sur cette plaque qui est une tumeur là infiltrante. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des tumeurs qui peuvent avoir la capacité de donner des métastases, notamment ganglionnaires. Vous voyez, chez ce patient, il a sur la partie droite du visage une paralysie faciale parce qu'il y a une infiltration ici, du coup, des branches du nerf facial. Et je vais vous montrer sur la photo d'après, vous voyez qu'il y a une atteinte ganglionnaire qui s'est même fistulisée à la peau, qui est très importante. Là, c'est déjà une tumeur très, très évoluée. Et vous voyez, chez ce patient, on reconnaît ici, il a plein de petites kératoses actiniques, hein, il avait sans doute déjà un terrain favorisé. Vous voyez ici, les lésions que ça peut donner avec des fistulisations, des métastases ganglionnaires à la peau. J'ai encore un autre patient, hein, qui avait une forme, lui, très, très avancée avec, vous voyez,
un carcinome initial qui était sur l'oreille et plein de nodules de perméation à proximité. Lui aussi, il a la paralysie faciale par l'atteinte, des branches, du plexus du nerf facial. Je vous montre d'autres formes, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les formes les plus fréquentes, c'est celles que je vous ai montrées au début. Mais parfois, ça peut prendre des proportions très importantes. Ce qu'on peut voir de temps en temps aussi, c'est sur des patients qui ont des ulcères chroniques, sur une insuffisance veineuse chronique, une inflammation chronique en fait, et qui peut parfois se cancériser au bout d'un moment et faire une tumeur sur l'ulcère, hein, qui peut être prise à tort au départ pour un retard de cicatrisation, etc. En fait, c'est parce que ça s'est transformé en cancer. Une autre forme, pareil, très évoluée, hein, mais ça, c'est la première consultation. Donc, le patient, il avait quand même pas mal traîné avant de venir me voir pour des raisons, voilà, qui sont toujours un peu multiples, hein, pas forcément, voilà, qui peuvent être psychologiques, sociales, plein de raisons. Et me voit une tumeur qui était très évoluée et qui allait assez en profondeur, hein, jusqu'en avant, de la paroi digestive, voilà, qui nous pose, ben, bien sûr des problèmes de prise en charge où là, la chirurgie, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous donne l'idée, c'est pas de vous donner le traitement de ces lésions, mais majoritairement, ces carcinomes, notamment dans les formes primitives, ils sont pris en charge par la chirurgie. Quand on ne peut pas opérer, on peut faire de la radiothérapie également. Et puis, en traitement par voie générale, quand il y a des métastases à distance ou les formes très évoluées comme celle-là, on utilise en priorité ce qu'on appelle l'immunothérapie et ou la chimiothérapie en deuxième intention. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant des mélanomes, donc qui sont le troisième type de cancer cutané qu'on voit le plus fréquemment en consultation. Donc c'est beaucoup plus rare en fait en termes de nombre de patients que les 2 premiers cancers dont je vous ai parlé, mais on en parle beaucoup parce que c'est une tumeur qui est plus agressive et qui là, pour le coup, va avoir un potentiel d'extension à distance, de métastases ganglionnaires, mais aussi viscérales, hein, notamment cérébrales, pulmonaires, hépatiques, etc. Ça peut métastaser malheureusement partout. Donc la plupart du temps, ça survient de novo, c'est-à-dire en peau saine. On a parfois l'idée un peu fausse que ça va survenir sur un grain de beauté qui se transforme. Alors de temps en temps, c'est ça, on estime à peu près 10 des cas, mais vraiment la majorité, c'est une lésion nouvelle. C'est quelque chose qui apparaît sur la peau et qui va effectivement évoluer. Donc je vais vous montrer plein de photos là aussi. Donc l'idée, c'est de vous donner les clés pour distinguer quelque chose de bénin de quelque chose qui est une tumeur. Donc voilà à quoi ça ressemble. On en reparlera sur les diapositives. Les critères que je vais vous apprendre, c'est ce qu'on appelle les critères ABCDE. Donc c'est des très bons critères de dépistage. Donc ça veut dire quoi? Peut-être certains d'entre vous les connaissent. Donc A, ça veut dire une lésion qui va être asymétrique, hein. Vous voyez, ça c'est un mélanome vraiment typique qui est pas bien ovale, bien symétrique comme un névus banal. B, c'est les bords irréguliers. Vous voyez les bords très géographiques découpés comme ça. C, c'est la couleur inhomogène. Donc, ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a plus que 2 couleurs. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de couleurs. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du brun clair, du brun foncé. Voilà, donc il y a beaucoup de couleurs. C'est quelque chose de polychrome comme ça, on n'aime pas du tout. D, c'est le diamètre supérieur à 6 millimètres. Donc là, c'est une photo en gros plan. On n'a pas trop l'échelle, mais quand même, on se rend compte que c'est une lésion qui est relativement grande. Et le plus important, c'est le E, c'est évolution. C'est quelque chose de nouveau qui grandit, qui cicatrise pas, qui saigne, qui se met à gratter souvent, etc. Donc, asymétrie, bord irrégulier, couleur inhomogène, un diamètre supérieur à 6 millimètres, qui n'est pas un excellent critère parce que parfois on a des grains de beauté depuis l'enfance qui sont plus grands mais qui ne bougent pas. Et surtout le E, évolution. Donc, j'y reviendrai, mais voilà. A, B, C, D, E, très bons critères de dépistage, qui sont très simples, hein, que tout le monde peut apprendre de façon simple, que j'apprends aux enfants quand je fais, des interventions, avec les scolaires. Donc parfois ça prend des formes, un peu différentes. Donc vous voyez, ça c'est la forme la plus fréquente qu'on appelle la extension superficielle. Parfois on a des formes comme ça qu'on appelle nodulaires, qui font un petit nodule, une petite boule sur la peau et parfois qui perdent un peu l'aspect pigmenté, mais
qui, du coup, souvent, bah, à la base, il reste un petit peu de pigmentation. Vous vous rappelez que ça dérive des mélanocytes, les cellules qui font le pigment sur la peau. Donc la plupart du temps, ce sont des tumeurs pigmentées, hein. Pas toujours, mais la majorité des cas, c'est des tumeurs pigmentées. Je vous montre une forme trompeuse qu'on appelle achromique. Celle-là, elle a perdu complètement sa pigmentation, ça a un aspect rouge. Ça peut pousser finalement assez vite. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui est apparu, qui va grossir. Donc là, il faut vraiment consulter rapidement. Donc parfois, voilà, des formes plus agressives ou qui ont eu un retard de prise en charge au départ. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Une forme aussi, bah, que j'ai vue chez un jeune homme, hein, qui avait, pas tout à fait 40 ans, il me semble, et il avait laissé un petit peu bah, traîner, en tout cas, il n'avait pas consulté immédiatement. Vous voyez bien que par rapport à ses autres grains de beauté, là, on est dans quelque chose qui est hyper différent, hein, qui a tous les critères A, B, C, D, dont on a parlé. Et il y a un autre signe que je vais vous apprendre, pareil, il y a une autre diapo qui va le reprendre, mais c'est ce qu'on appelle le vilain petit canard. C'est un très bon critère de dépistage de mélanome. C'est celui qui n'est pas comme les autres. Souvent, chez un même patient ou chez voilà, quelqu'un chez vous, vous avez les grains de beauté qui vont se ressembler un peu entre eux. Vous voyez, celui-ci, il ressemble un peu à celui-là, il a un peu la même taille, un peu la même couleur, un peu la même forme, tout ça. Celui-là, bon, c'est un très vilain gros petit canard. Il n'a rien à voir avec les grains de beauté d'à côté. Voilà. Donc ça, c'est aussi un super bon, c'est très simple, hein, c'est des choses simples, mais un bon critère de dépistage, le signe du vilain petit canard. Je vous montre d'autres formes cliniques assez différentes, hein. Parfois, il y a des formes au niveau des ongles qui se développent comme ça au départ, qui font des bandes noires sur l'ongle. On appelle ça des mélanonichies, mais qui peuvent aller jusqu'à détruire, hein, la tablette de l'ongle. Des formes plus évoluées sur le visage, qui mettent assez longtemps, qui peuvent être prises des fois chez les patients âgés pour, une tache de vieillesse et cetera, mais qui évoluent en fait, hein. Donc ça c'est voilà, c'est parfois c'est pas facile de faire le distinguo, mais ça justifie une consultation. Vous voyez ces formes très pigmentées là, un peu en relief et cetera. Ici, une forme un peu nodulaire qui était sur une zone déjà assez grande, pigmentée, voilà, ça c'est tout ça, c'est des mélanomes. Je vous montre une autre forme, hein, sur le visage. On appelle ça mélanome de Dubreuil parce que c'est des formes particulières qui se développent d'abord de façon horizontale, comme ça, sur la peau, et qui, assez longtemps, vont rester superficielles. Mais si on laisse traîner, qui peuvent aller aussi en profondeur dans la peau et se développer, donner des lésions à distance. Je montre des formes trompeuses aussi sur les extrémités, hein, qui peuvent être prises pour, des verrues, voilà, un mal perforant plantaire chez un patient diabétique, mais ça ne pigmente pas comme ça. Alors parfois, hein, ça peut être pris pour une verrue et il y a pas de pigmentation, mais si ça guérit pas, qu'il y a une forme un peu érosive comme ça, c'est bien d'avoir un avis, et vous voyez, ça c'est déjà un mélanome très évolué parce qu'il est déjà au moins grand comme ça. Hop, une autre forme sur l'ongle. Pareil, donc cette patiente, ça faisait longtemps qu'elle avait ça, elle s'était pas trop inquiétée. Et vous voyez, en plus, là, il y a un débord de la pigmentation sur la partie, de la pulpe du doigt. Ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a que le mélanome qui donne ça. Il y a que on ne c'est pas un grain de beauté. Vous pouvez pas vous tromper. Enfin, il vaut mieux le trouver avant, hein. Donc, au début, ça va être comme ça, un mélanome de l'ongle. C'est une bande comme ça parce qu'en fait, la tumeur, elle est ici, elle est sous la matrice de l'ongle. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le repli inguinal proximal. Et la tumeur, elle est ici. Et comme ça fabrique du pigment, quand l'ongle va pousser, ça fait une bande comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui apparaît, qui va s'élargir, qui va foncer, et cetera. Donc ça, c'est pas normal, hein. Chez certains patients, sous certains traitements, on peut voir des bandes pigmentées. Souvent, il y en a sur plusieurs ongles où elles ont une coloration un petit peu, grisâtre. Mais le mélanome, voilà, souvent, c'est plus foncé, hein. C'est pas toujours très simple. Parfois, il nous faut faire une biopsie pour faire le diagnostic. Mais si, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît et qui s'élargit, là, ça vaut le coup d'aller consulter. Parce que si on traîne, voilà, ça fait ça. Donc là, encore une fois, le but de toute façon en médecine de façon générale, hein, plus tôt on consulte et mieux c'est. Parce que, là, c'est probablement une forme localisée qui va être aussi traitée par la chirurgie. Là, vu la taille de la tumeur, on est sans doute déjà dans quelque chose de plus compliqué et de métastatique.
Alors pour vous montrer un petit peu des chiffres, pour le mélanome, donc, on estime qu'il y a à peu près, un peu plus de 17 000 nouveaux cas par an, chaque année, ce qui représente finalement pas énormément par rapport au cancer du sein, cancer de prostate et cetera. Vous voyez, à peu près 4 de l'ensemble de tous les cancers, à peu près un peu plus de 1 des décès par cancer, donc c'est pas si énorme. La grande majorité des mélanomes, va très bien, à 5 ans. Mais c'est une tumeur particulière en termes d'épidémiologie parce que son incidence, donc le nombre de nouveaux cas par an, elle augmente de chaque année et on estime qu'elle double tous les 10 ans. Donc, moi, quand j'étais, jeune interne, j'apprenais qu'il y avait à peu près 7 000 nouveaux cas par an et vous voyez sur ma petite, carrière, hein, sur, du coup une quinzaine d'années, ben oui, effectivement, on est passé de 7 000 à plus de 18 000, donc ça a triplé, voilà sur une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que aussi en termes d'action de prévention, d'éveil, de campagne de santé, publique, les voilà, l'INCa et le Santé publique France, ils sont plus motivés pour nous soutenir dans ce genre de démarche de prévention parce qu'on voit que, voilà, c'est une tumeur qui augmente de plus en plus et ça dans tous les pays, développés. Donc l'âge moyen au diagnostic, c'est plutôt, la soixantaine, heu, mais ça veut dire donc ça, c'est un âge moyen, ça veut dire qu'on a aussi pour le coup là, assez régulièrement des patients plus jeunes, hein, qui ont, la trentaine, voire, encore plus jeunes. Donc on voit aussi des gens très âgés, mais voilà, l'âge moyen de survenue, c'est à peu près 62 ans, 68 ans. Une petite majorité d'hommes dans cette population. Donc, en termes de fréquence par rapport aux autres cancers dont on a parlé, hein, le plus fréquent, la majorité des cancers cutanés, c'est les basocellulaires, c'est les plus fréquents, mais c'est aussi les moins graves. Et le mélanome, ça représente à peu près 5 à 10% de tout cancer confondu, mais c'est cette forme-là qui est qui peut être la plus grave. Pour vous montrer un peu par rapport aux autres cancers, hein, vous voyez, le mélanome, on se situe ici, hein, il est au 10e rang des cancers en termes de fréquence, donc rien à voir avec les deux cancers les plus fréquents, hein, sein, prostate et puis poumon, côlon. Mais par contre, vous voyez sur les courbes d'incidence, on voit très bien, hein, c'est la courbe verte, on voit que cette incidence, ben, elle augmente d'année en année. Et la courbe ici de mortalité qui reste globalement stable, puisque on pense que bon, la majorité des mélanomes, heureusement, on les trouve à un stade précoce, ils sont traités facilement par la chirurgie. Maintenant aussi, il y a des nouveaux traitements qui font que on a réussi à baisser la mortalité dans les formes métastatiques, mais le nombre de nouveaux cas par an est en train vraiment d'augmenter. Voilà, donc pour vous montrer en fait, dans les facteurs de risque de cancer, tout cancer confondu, la part des UV, on estime que c'est un peu, équivalent, vous voyez, au surpoids, au manque d'activité physique. Bon, c'est beaucoup moins lourd en termes de santé, de risque de cancer que le tabac, l'alcool, mais voilà, c'est à peu près ça, la part de responsabilité des UV sur, dans les facteurs de risque, tout cancer confondu, environnementaux en tout cas, hein. Donc en France, bah, voilà, et pareil, hein, les courbes d'incidence qui augmentent beaucoup avec, une petite surreprésentation des cas chez les femmes en France. Bon, l'Hérault, c'est la même chose, hein, c'est dans les départements, chez nous. Donc les zones où on voit le plus de mélanome, hein, c'est la région, PACA ici et puis la Bretagne, c'est une zone où l'incidence est plus élevée. C'est une zone où classiquement, hein, les habitants ont plutôt, des peaux claires, ont parfois des activités côtières, des pêcheurs et cetera, qu'on a aussi chez nous, hein, qui sont exposés du coup au soleil, dans leur activité professionnelle et hem donc c'est dans ces régions-là notamment on remarque le plus de cas de mélanome, il y en a partout. Donc les facteurs de risque, on en a déjà un petit peu parlé avec les carcinomes. Donc on va reparler des UV, hein, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé des coups de soleil importants dans l'enfance et dans l'adolescence, notamment avant l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est ce sur quoi on peut jouer. Ce sur quoi on ne peut pas jouer, c'est ce qu'on appelle le phototype. Donc le phototype, je vais montrer sur une diapo suivante, c'est l'association entre la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et la capacité de bronzer. Donc plus on a un phototype clair, plus on va avoir de risques de cancer cutané, notamment mélanome.
Le nombre de grains de beauté ou de névus qu'on a, si on a beaucoup de grains de beauté et si on a des formes atypiques comme on a vu tout à l'heure, qui ont des critères A, B, C, D, E, c'est un marqueur de risque de mélanome. Et si on a aussi des lésions actiniques, comme je vous ai montré tout à l'heure pour les kératoses actiniques des carcinomes cutanés, ben c'est un marqueur qu'on a reçu beaucoup d'exposition solaire, ça va être aussi un facteur de risque. Donc tout cela, bah, ils sont évitables, hein, puisqu'ils sont liés à l'exposition solaire cumulée ou au cours de la vie, ou notamment dans l'enfance. Donc une petite diapo pour vous illustrer les phototypes, hein. Donc il y en a globalement 6. Il existe aussi le phototype 0 qui est équivalent au phototype albinos. Donc les patients roux à peau très claire qui vont avoir des taches de rousseur et qui vont jamais bronzer. Les patients de phototype 2 qui ont les cheveux clairs, qui ont une capacité de bronzage très faible, les yeux clairs. Phototype 3, une peau plutôt un petit peu plus mate, les cheveux plus foncés et qui peuvent plus ou moins bronzer. Voilà, on distingue 3A, 3B, peu importe. 4, ce qu'on appelle le phototype méditerranéen. 5, les patients qui ont un phototype type indien ou alors d'Afrique du Nord, qui ont une peau plus mate avec une capacité importante de photoprotection naturelle. Et 6, le phototype des patients qui sont noirs. Donc ces patients-là font beaucoup moins de mélano, mais vont faire des formes acrales, c'est-à-dire des extrémités, et notamment le choix de Bob Marley, c'est pas innocent parce que Bob Marley, il est décédé d'un mélanome. Il a eu un mélanome sur l'orteil. Voilà, donc c'est des populations qui font des localisations comme ça des extrémités, mais qui, voilà, qui en font moins, mais qui peuvent en faire également. Donc pour vous illustrer un peu aussi le nombre de grains de beauté, donc ça c'est un patient que je suis depuis des années et qui a énormément de grains de beauté. Il y en a plus de 500, avec parfois des formes un petit peu atypiques. Donc si on reprend la règle que je vous ai appris tout à l'heure du vilain petit canard, donc c'est bon, on est obligé de se parler par écran interposé, c'est moins bien, mais si vous appliquez cette règle en regardant cette photo, est-ce que vous avez une idée de celui que vous aimeriez bien enlever, où il est ce vilain petit canard? Vous pouvez vous servir de vos micros, hein, si vous voulez, qu'on discute un petit peu. Tout le monde est parti manger. Non, non. Alors, peut-être enfin, soit entre les deux tétons, enfin les deux seins au milieu, là, ou alors en haut Celui-ci à gauche. Ouais. ou celui-là? Ouais, donc effectivement, c'est ce qui attire l'œil, hein. Celui-là, il est un petit peu plus grand. Et alors, en fait, c'était effectivement celui-là. Vous voyez, celui-là, en fait, il est déjà un peu plus grand que les autres et il a cette forme un petit peu arciforme avec un centre plus clair. Et en fait, effectivement, celui-là, c'était un mélanome assez fin, hein, dans une forme débutante. Épaule gauche, hein, vous aviez trouvé. Donc, vous voyez, même chez quelqu'un, voilà, comme la majorité d'entre vous qui n'êtes pas formé, chez un patient difficile comme ça à examiner, qui a beaucoup de grains de beauté, bah, ce signe du vilain petit canard, c'est un très bon signe de dépistage et vous avez effectivement trouvé le mélanome sur ce patient. Très bon signe, hein. Bravo. Donc, les facteurs de risque autres, c'est quoi? C'est si on a eu soi-même un mélanome ou qu'on a un antécédent familial de mélanome, notamment au premier degré, parents, enfants, frères et sœurs. Heu, voilà, on est soi-même plus à risque de faire un mélanome. Si on a pris des gros coups de soleil, on en a parlé plein de fois, mais voilà, je le redis. Si on a un mode de vie exposé, hein, j'avais juste avant de venir un patient qui est marin-pêcheur, voilà, qui a passé toute sa vie sur un bateau. Donc bien sûr, voilà, ces patients-là, particulièrement les agriculteurs, les gens qui sont, guides de haute montagne et cetera. Bien sûr, du coup, ils ont une exposition solaire plus importante si on vit dans un pays très ensoleillé, si on a passé son enfance, sous les tropiques et cetera. Donc les cabines de bronzage, je l'ai dit, je le redis, je le redis, notamment avant l'âge de 30 ans, hein, ça augmente le risque de mélanome de 75. Donc c'est énorme, c'est énorme. Enfin, quand on sait à quel point cette tumeur est grave, franchement, il faut dépenser son argent autrement, hein.
Voilà, donc si on a un antécédent familial à un risque augmenté, vous voyez, de 74%, c'est beaucoup aussi. Il y a certaines maladies génétiques qui peuvent prédisposer au cancer cutané. Les patients immunodéprimés, c'est une population un peu particulière. Ceux qu'on voit le plus, c'est les personnes greffées, mais ils vont plus souvent faire des carcinomes que des mélanomes. Mais voilà, c'est une population qu'on surveille beaucoup parce que du fait de leur traitement immunosuppresseur, ils vont faire plus fréquemment des cancers cutanés. Hop. Alors, pour les carcinomes épidermoïdes, ben, les critères qu'on a dit, enfin tous les facteurs de risque sont valables. On a parlé aussi d'autres facteurs, notamment le tabac. Vous vous rappelez du carcinome de la lèvre. Si on a un antécédent de radiothérapie aussi, ça peut être un facteur de risque de cancer épidermoïde ou basocellulaire. Il y a certaines substances chimiques, notamment les goudrons, les hydrocarbures, qui peuvent être des facteurs de risque. Et les zones inflammatoires chroniques, type cicatrices de brûlure, ulcères chroniques, etc. Donc, j'ai bien vu cette question hein, pour obtenir un rendez-vous. Je propose d'y répondre en conclusion parce que je sais qu'on me pose toujours cette question. Je vais y répondre, j'ai bien vu ça. Je vous donnerai les consignes pour faire comme il faut. Alors, 3 attitudes à déconseiller. Travailler en extérieur torse nu. Non, il ne faut pas faire les UV. Le bronzage en plein midi solaire sans protection. Voilà, ça voilà, c'est fini, ça, il ne faut plus faire ça. Parce que voilà, les patients que j'ai en ce moment, c'est des patients qui avaient voilà, 20 ans dans les années 70 et c'est des conséquences voilà, à l'époque, il n'y avait pas de message de prévention solaire, c'était des choses qui étaient mal connues et toute cette génération-là, entre les années, on va dire 60 jusqu'à 90, c'est beaucoup, beaucoup exposé au soleil. Donc maintenant, les messages de santé sont un petit peu mieux connus. Mais il y a aussi un gap important entre on sait que c'est mal et faire, hein. C'est la même chose pour le tabac, hein. On sait tous que c'est mauvais pour la santé, mais il y a quand même beaucoup de gens qui fument. Voilà, donc il y a voilà, tout un apprentissage de normes sociétales qu'il faut changer, le bronzage, hein, ce qui était très à la mode jusqu'à encore récemment, hein, de montrer que finalement c'est déjà une agression de la peau et que c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé de façon répétée. Les habitudes vestimentaires, alors c'est un peu d'humour, mais c'est pour montrer que bien sûr, il y en avait moins avant, parce que d'une part, les gens avaient moins de loisirs, et aussi, c'était pas la mode d'aller en string sur la plage. Bon, maintenant, c'est un peu moins la mode du string, ça c'est bien, mais quand même, il n'empêche, hein. Donc, aller à la plage, pourquoi pas, mais il faut choisir ses horaires, il faut quand même, voilà, être à l'ombre, avoir un parasol, avoir une protection solaire, etc. Le tabac, on en a parlé, ça on en a parlé. Donc, pour faire du dépistage, le meilleur, c'est vous, en fait, parce que si vous connaissez la peau, pour le coup, c'est un organe visible et l'auto-examen, c'est souvent les patients qui ont détecté quelque chose ou leurs conjoints qui ont détecté quelque chose et voilà, de se regarder sa peau soi-même de temps en temps, en entier, hein, puisque pour le coup, le mélanome, ça peut survenir partout sur le corps, hein, pas que les zones exposées au soleil. Donc, le dos, les fesses, les organes génitaux, sous les pieds, et cetera. Et ben voilà, de faire ça de temps en temps, je sais pas, une fois par an, 2 fois par an. Et ben voilà, ça c'est déjà une attitude de santé, qui est bien, d'examiner sa peau et de voir s'il y a quelque chose, voilà, ben, de nouveau, d'inhabituel et cetera. Alors, SkinMed, je connais pas très bien. J'imagine c'est une application, qui permet de prendre en photo et de demander un avis, c'est ça? Via l'IA, c'est ça? Ben, du coup, c'est les limites de l'IA, c'est-à-dire que parfois, si on prend pas correctement la photo, ça peut être mis un peu en défaut. Donc ça peut être, quelque chose qui peut aider pour le dépistage ou, aider pour alerter, heu et c'est vendu non.
C'est mis en pharmacie pour 25 € la séance. Je vais remettre mon micro, si vous permettez. Oui, c'est une application, en fait, c'est une espèce de cabine qui ressemblerait à une Ah cabine oui, UV, mais c'est évidemment pas des UV. oui, Et oui, en je fait, vois. tout le corps est scanné devant, Oui, enfin, on est en slip dedans, tout le corps est scanné et il y a oui. un bilan derrière. Ben, en fait, enfin, ça peut être pas mal, mais ça remplace pas quand même un œil médical derrière. Parce que jusque-là, alors c'est en train de se développer, hein, les IA de dépistage comme ça. Notamment, à Marseille, il y a un centre de dépistage avec une machine qui s'appelle le Vectra, qui est plus perfectionné sans doute que ce truc-là. Moi, je suis allée voir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et en fait, j'étais assez déçue. Heu, je trouve que pour l'instant, c'est pas performant en pratique courante, et en tout cas, je trouve que ça fait pas mieux qu'un examen classique avec un œil entraîné de dermatologue. Maintenant, le problème de l'accès au dermato, et on conclura sur ça, fait que ça peut être quelque chose qui peut aider pour le dépistage, et d'aller avec ça, de voir son médecin traitant pour dire: «Voilà, cette lésion m'inquiète particulièrement, la machine a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?» Voilà. Et parfois, finalement, ça va être quelque chose de bénin, hein, mais voilà, ça peut être pris en compte dans le dépistage, on va dire. Ça remplace pas, bien sûr, une consultation. Donc quand est-ce qu'il faut consulter? Donc on l'a dit, hein, l'évolution, quelque chose de nouveau, qui va être dur, qui grossit, qui bourgeonne, qui augmente de taille, une croûte qui tombe, qui guérit pas, qui saigne, et cetera. Là, c'est là qu'il faut aller consulter. Donc ce questionnaire dont vous parlez là, Dépistez-vous, donc je pense que ça reprend les critères de risque dont on a parlé, hein, sans doute, la couleur de la peau, est-ce que vous avez des antécédents de coups de soleil? Est-ce qu'il y a des antécédents de cancer cutané, dans votre famille, et cetera? Bah, oui, en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire un dépistage heu, chez tous les Français une fois par an. Ça, c'est pas possible en termes de démographie, et puis c'est forcément pas forcément très rentable. Par contre, justement, de cibler le dépistage chez les patients qui ont des facteurs de risque, si soi-même on s'est identifié comme à risque parce que bah, par exemple, on est roux, on a eu beaucoup de coups de soleil, ou alors on a un antécédent de mélanome dans la famille. Là, ça vaut le coup d'aller faire un dépistage. Voilà. Puis après, le dermato vous dira c'est pas la peine de revenir tout de suite, ou alors on se voit tous les ans, ou je ne sais pas quoi. Mais oui, en fait, ça permet de cibler à quel patient ça va être rentable de faire une consultation chez le dermatologue. Donc notamment, hein, bah, c'est ce qu'on disait, hein, ça fait une bonne transition, les sujets à risque qui peuvent être identifiés bah, avec les facteurs dont je vous ai parlé, et puis ce type de questionnaire. Après l'âge de 50 ans, surtout si on a reçu beaucoup de coups de soleil au cours de la vie en fonction de son activité professionnelle, de loisirs, et cetera. Donc en consultation spontanée. Il y a des journées de dépistage qui sont organisées parfois en fonction des villes, notamment en mai. Alors, comment on fait le diagnostic? Ben, nous, notre outil principal, les dermatos, c'est l'œil, hein. Si on a de la chance, notre organe, il est visible, et donc voilà, je vous ai montré des photos. Vous voyez par exemple chez ce patient, bah, c'est une tumeur ici qui est pas très impressionnante cliniquement, hein, mais qui a déjà pas mal creusé et qui détruit le cartilage, là, ici, de l'aile narinaire, qui allait en fait très profond dans le cartilage, qui était un carcinome basocellulaire. Vous vous rappelez au début, des tumeurs assez creusantes. Donc, je vous montre un autre cancer, hein, basocellulaire. Vous vous rappelez, c'est le nodule perlé télangiectasique. Là, on voit très bien les télangiectasies, les dilatations des petits vaisseaux en surface, et la surface un petit peu nacrée comme ça. Même chose ici, c'est un carcinome basocellulaire, et on reconnaît la bordure un peu perlée, même si le centre il est érosif, mais on reconnaît la bordure comme ça, un peu perlée, nacrée du basocellulaire. Ça, c'est pour vous dire que les croûtes, hein, les croûtes qui cicatrisent pas, qui tombent, qui reviennent, normalement, une lésion classique, parce qu'on s'est blessé, ça doit cicatriser en au moins 6 semaines, hein, et si ça traîne au-delà de 6-8 semaines, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, et sous une croûte, ben, des fois, il y a un trou, hein. Voilà. Donc une forme de carcinome épidermoïde assez profond, vous voyez sur l'oreille, qui allait très profond, hein, en avant de l'os ici de la mastoïde.
une forme particulière de carcinome épidermique qu'on appelle kératoacanthome qui peut pousser très vite, hein, on appelle ça tomate farcie. Vous voyez cet aspect un peu rouge comme ça avec un centre ici kératosique. Un beau mélanome, mais maintenant vous êtes fort, vous savez les reconnaître, hein, qui a tous les critères A, B, C, D. On n'a pas le E, mais voilà, probablement c'est quelque chose qui change. Alors des faux amis, entre guillemets, qu'il faut savoir reconnaître, qui sont là par contre des lésions bénignes, c'est ce qu'on appelle les kératoverrues séboriques, ça c'est extrêmement banal, on en a quasiment tous à partir de l'âge de la trentaine, qui ont une surface un petit peu veloutée, on appelle, un petit peu rugueuse, un peu comme ça, posée sur la peau. C'est des lésions acquises avec l'âge, mais souvent qui sont multiples, souvent sur le tronc. Hein, on a dit le mélanome, c'est une tumeur rare. Donc, s'il y a 3 lésions côte à côte, bon, bah, probablement, c'est pas un mélanome. Ça arrive de trouver 2 mélanomes, mais c'est quand même pas si fréquent. Et voilà, ça, c'est des lésions bénignes. Donc, il faut bien faire le distinguo avec le mélanome, hein. C'est pas toujours évident, mais voilà. Là, c'est un carcinome basocellulaire dans une forme tatouée, qui peuvent être parfois un peu trompeurs avec des mélanomes. Le mélanome que je vous ai montré tout à l'heure, hein, dans la forme sous-inguinale. Un autre mélanome plantaire, vous voyez, qui a été pris longtemps pour un mal perforant, etc. Sauf que vous voyez toute la pigmentation ici. On revient donc pour que vous les ayez bien en tête, hein, sur les critères A, B, C, D, E dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une lésion asymétrique, hein, on va des choses très bénignes comme ça, très banales, jusqu'au mélanome. Et puis il y a des fois des zones grises, hein, on ne sait pas trop, et parfois on enlève, voilà. Des bords irréguliers, plusieurs couleurs, hein. Ici, vous voyez, il y a 2 couleurs, donc bon, voilà. Ici, il y a quand même aussi du noir, du blanc, et cetera. C'est polychrome, ça, on enlève. Un diamètre donc supérieur à 6 millimètres, hein, c'est un critère qui existe. Et surtout le E, hein, ça change, c'est nouveau, ça change, ça saigne, ça grandit, on va consulter. Le vilain petit canard, celui-là vous l'avez retenu aussi. Merci pour le commentaire sympa. Donc celui qui n'est pas comme les autres, hein, qui est voilà, qui a une forme différente des autres. On a bientôt fini. Donc comment on fait le diagnostic? Donc c'est avec l'œil, bien sûr. La confirmation, c'est toujours sur l'analyse histologique, c'est-à-dire qu'on va enlever la lésion pour l'envoyer au laboratoire. La majorité du temps, on ne fait pas de biopsie pour les mélanomes, on enlève la lésion en entier. Mais si elle est très grande, on fait une biopsie. Et on peut faire aussi parfois un dépistage sur un appareil qu'on appelle un vidéodermoscope, la vidéodermoscopie pour certains patients, notamment qui ont beaucoup de grains de beauté ou qui ont des antécédents personnels ou familiaux. Ça peut nous aider. Donc le traitement principal du mélanome, c'est la chirurgie. Très rarement, on fait la radiothérapie, mais majoritairement, c'est la chirurgie en première intention. Quand on ne peut pas opérer parce que, par exemple, bah, il y a déjà eu des lésions à distance, hein, il y a d'autres traitements qu'on utilise. C'est notamment l'immunothérapie en première intention. On utilise là aussi des traitements ciblés sous forme de comprimés et on utilise parfois, mais beaucoup moins maintenant qu'on a des nouvelles molécules, la chimiothérapie. C'est plus du tout un traitement de première intention dans le mélanome quand il y a des formes métastatiques. Hop, alors, comment on se prévient? Donc, on l'a dit, l'autosurveillance, hein, ça c'est voilà, et aussi surveiller ses proches, regarder, parce que regarder son dos, bah, c'est pas forcément très évident, donc de mettre un petit coup d'œil sur le dos des proches, ça peut être utile. Les règles de photoprotection, elles sont simples, on les connaît tous, hein, on les redit. Éviter l'exposition entre 12 heures et 16 heures, privilégier la photoprotection vestimentaire. Les produits de protection solaire qui sont un complément, hein, aux autres règles, mais qui sont bien utiles si on fait une activité prolongée en extérieur. D'être à l'ombre au maximum, bien protéger les enfants et pas d'UV artificiel. Les petites photos des campagnes de prévention qui sont marrantes. Petit cochon. Et voilà, on surveille et on dépiste principalement les sujets à risque, hein, phototype clair, beaucoup de grains de beauté, exposition solaire importante naturelle ou artificielle, et puis les gens stupides qui font des challenges de crème solaire.
Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire un petit quiz, on passera rapidement. Je vais répondre du coup à la question qui m'a été posée, qui m'est toujours posée, comment on fait pour avoir un rendez-vous chez le dermato. Donc là, on est dans une période un peu compliquée pour nous en termes de démographie médicale, mais aussi surtout dans notre spécialité. Donc on n'est pas très nombreux et on a beaucoup de patients, vous l'avez vu. On s'appuie beaucoup sur le parcours de soins, c'est-à-dire que en cas de doute, le premier relais, c'est le médecin traitant. On a mis en place, notamment sur le CHU, des avis comment on appelle, ce qu'on appelle Omnidoc, une plateforme d'avis en ligne et le médecin traitant peut nous solliciter via Omnidoc, via cette plateforme connectée. Il nous envoie une photo, heu, il nous détaille un peu ce que c'est et avec ça, on peut, par exemple, débloquer une consultation d'urgence. Donc voilà et si ça c'est justifié, on débloque et voilà, après on fait un peu le tri, hein, dans les demandes, hein. Il y a des choses qui sont plus ou moins urgentes, bien sûr, mais voilà, ça peut être le recours, de passer systématiquement par le médecin traitant et que soit il appelle directement son correspondant dermatologue s'il y a vraiment quelque chose qui le tracasse, soit il nous sollicite via ce type d'avis. Ça peut être vraiment quelque chose de très aidant, voilà, parce que c'est sûr que l'accès direct au dermatologue, je le sais, hein, c'est une question qu'on me pose tous les jours, il n'est pas forcément évident, mais d'avoir le relais du médecin traitant, voilà, ça peut être une des solutions, en tout cas nous qui nous aide beaucoup aussi à trier aussi des choses bénignes qui nécessitent pas forcément d'avis, dermato et les choses qui nécessitent vraiment un avis, en premier lieu. On va passer rapidement sur, les questions pour conclure. Hem, alors, hop, bon, elles sont faciles, hein. Est-ce qu'on doit se protéger uniquement quand on va à la plage? C'est surtout pour ouvrir le débat. C'est-à-dire que en fait, on va avoir le réflexe d'y penser quand on va à la plage. Et par exemple, quand je pose des questions à mes patients en consultation, ils me disent: «Non, mais moi, je vais pas à la plage» et cetera. Sauf qu'en fait, on n'est pas exposé que à la plage. On est exposé, en fait, dans les activités du quotidien. C'est-à-dire, on fait du jardin, on va faire du vélo, on fait du bricolage en extérieur et cetera. Donc en fait, l'idée, c'est d'y penser même, sur des activités où on est en extérieur, même si c'est pas que la plage, hein. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Est-ce que si on se protège du soleil, on va avoir des carences en vitamine D? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est faux aussi, hein. Donc l'apport principal de vitamine D, il est alimentaire. Donc si on a une alimentation, normalement équilibrée, normalement on ne doit pas être carencé et on estime qu'une exposition, sur la peau, d'environ, 5 minutes, voilà, en passant dehors et cetera, 2 fois par semaine, voilà 10 minutes, ça suffit en fait à, avoir, chez la plupart des gens qui ont une alimentation équilibrée, une réserve en vitamine D qui est suffisante, hein. Les supplémentations en vitamine D, on le fait chez les patients, qui sont, chez les enfants, notamment ceux qui ont la peau foncée et aussi chez les personnes âgées qui sortent un petit peu moins et cetera et les femmes enceintes également. Est-ce que les UV en cabine préparent la peau au soleil? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Merci. Voilà, il y a pas de préparation vraiment de la peau au soleil, hein, on en a parlé tout à l'heure, voilà, à part s'exposer, progressivement, mais ça c'est pour la lucite estivale bénigne, voilà, ces fameux comprimés, compléments alimentaires qui préparent la peau au soleil, c'est en fait la publicité, assez mensongère, hein, ça n'a aucune, valeur de photoprotection. C'est des colorants, hein, qui contiennent du carotène, qui vont colorer la peau un peu en orange et ça ne protège pas du soleil. Ça n'existe pas. Pareil, dépensez votre argent différemment. Bah, on vient de le dire, voilà, hop, voilà, hop. Les lunettes de soleil ne se valent pas toutes. Donc ça, c'est vrai, effectivement, il y a des normes CE. Donc, si on est, à la mer ou à la montagne, hein, il faut une norme CE au moins 2, voire 4 si on est, par exemple en alpinisme et cetera et donc effectivement d'avoir des lunettes, avec, qui sont contrôlées, pas les lunettes qu'on va acheter, je sais pas, au marché ou quoi qu'est-ce.
voilà, ça garantit une protection UV suffisante. Alors si vous allez en Bretagne ou à la montagne, est-ce que vous prenez un peu de crème solaire avec vous? Bah oui, ce serait bien d'en prendre, voilà. Donc effectivement, on a vu, hein, la Bretagne, c'est la région où il y a le plus d'incidence de mélanome. Et puis à la montagne, le fait qu'il y ait de la réverbération si on est sur une zone, notamment sur la neige, on est en altitude, etc. Il y a une exposition solaire importante. Alors là, donc vous voyez, on a une crème solaire avec un indice UV, enfin SPF, hein, ça veut dire Solar Protection Factor 15. Est-ce que vous pensez que c'est pas mal pour une journée comme ça? Voilà, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que donc c'est une journée, de printemps un peu typique, hein. Il y a comme, aujourd'hui, il fait pas trop, trop chaud. Il y a un peu de soleil, un peu de nuages et surtout il y a du vent. Donc ça veut dire qu'on va pas trop ressentir la chaleur, mais en fait l'indice UV, il est relativement important, 7. Et voilà, on estime que nous, les produits de protection solaire, ça sert à rien d'acheter moins avec un SPF 30. Idéal, c'est 50 ou 50 plus. Mais en dessous de 30, globalement, ça va pas être hyper efficace. Donc, ça sert à rien d'acheter ce type de produit. Voilà, effectivement, hein, une crème 50 plus, ça n'empêche pas de bronzer. Vous allez simplement bronzer de façon plus physiologique, de façon très progressive. Hein, on a le bronzage, en fait, le bronzage, c'est quoi? C'est les mélanocytes qui vont produire du pigment sur la peau et qui, en fait, ils ont des extensions, les mélanocytes, au-dessus des kératinocytes pour faire des sortes de petits parasols. Donc le bronzage, c'est un mécanisme de défense de la peau et ça a bien sûr des capacités limitées. Les UV, ils vont quand même traverser sur les couches profondes de la peau et faire des dommages cellulaires. Mais voilà, effectivement, une crème 50+, vous n'allez pas, bronzer, d'un coup, d'un seul, avec une seule exposition, mais vous allez quand même bronzer, on va dire, un petit peu, parce qu'il y a quand même un petit passage UV. Mais voilà, donc l'idéal, pas moins de 30 et idéalement 50 ou 50+. Voilà, crème solaire, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, en principe, il faut effectivement la remettre après, la baignade et en principe toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce que, ben, on transpire, si on est sur du stable et cetera, avec les frottements des vêtements ou ça va s'en aller. Donc normalement, en tout cas, si on a une exposition prolongée, on est censé en remettre dans la journée. En principe, on dit toutes les 2 heures ou après la baignade. Voilà, alors j'ai 50 ans, maintenant c'est trop tard. Effectivement, c'est faux, donc c'est ce que j'apprends à mes patients. Donc, bien sûr, il y a des dégâts actiniques UV qui ont été faits et voilà, on peut pas faire marche arrière. Par contre, 50 ans, ben, on est encore super jeune, hein. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont 80 ans, voire plus. Toutes ces années-là, si on continue à s'exposer, ben, on va forcément, numériquement augmenter son risque de cancer cutané. Donc chez les patients qui changent vraiment leurs habitudes, quand même, on a un ralentissement du nombre de nouveaux cancers qui apparaissent. Hop, alors seules les personnes s'exposant longtemps au soleil risquent un cancer de la peau. Alors on a dit voilà, c'est faux, hein, donc on a parlé des expositions intenses, intermittentes, hein. C'est pas forcément une longue exposition, mais ça peut être voilà, un coup de soleil très intense, sur une exposition parfois, qui va durer 1 heure, et qui va se répéter. On parle des coups de soleil tous les ans, chaque année, pendant plusieurs semaines par an et cetera. Ça, c'est très mauvais. OK, alors, on a bientôt fini. Sous le parasol, je suis suffisamment protégée. Donc, bah oui, c'est faux aussi, hein. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a le phénomène de réverbération qui fait que en fait, les UV vont rebondir comme ça sous le parasol. Donc, on en prend un peu moins qu'en exposition directe, mais on en prend quand même un petit peu. Et puis, le tissu du parasol, sauf si c'est un tissu anti-UV, bah, ça traverse quand même un tout petit peu. Donc, un parasol, c'est mieux que pas de parasol, mais à combiner avec d'autres moyens de protection, type crème solaire, tissu, etc. Ça, c'est aussi un faux ami. Est-ce qu'avec une crème solaire, je peux m'exposer plus longtemps? Effectivement, c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, la crème solaire, ça va augmenter, enfin, avec la crème solaire, on va mettre plus de temps à avoir un coup de soleil.
Mais du coup, encore une fois, on n'a plus le droit sur les crèmes solaires maintenant en France d'écrire écran total parce qu'il y a quand même une proportion d'UV qui traverse. Donc l'écran total, ça donne une fausse impression, on n'a plus le droit d'écrire ça. C'est une protection qui reste quand même partielle. Donc c'est pas parce qu'on a une crème solaire qu'on peut s'exposer plus longtemps, on va mettre plus de temps à avoir un coup de soleil. Mais voilà, il faut pas penser que parce qu'on est protégé, finalement, on peut rester 1 heure de plus, etc. Donc ça, on a répondu tout à l'heure, hein, pourquoi les enfants doivent être encore plus protégés du soleil. On a répondu que, effectivement, donc les coups de soleil les plus délétères, c'est ceux qui sont dans l'enfance et dans l'adolescence. C'est pour ça qu'on donne ces recommandations de santé et qu'on essaye d'éduquer les enfants et les personnes qui s'occupent des enfants. Et les petits rappels des logos. Voilà. Bon, ben, on est pas mal. On a un petit peu dépassé. Voilà, bah, merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout, même si on a un petit peu dépassé.